Salut à tous. On est pour l'instant 25 présents. Il y a un peu plus d'une centaine de personnes inscrites. Donc, avec le no-show, j'espère qu'on sera un petit peu plus que 25. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est patienter encore 2 petites minutes, le temps que le reste des personnes n'arrivent. Merci à tous d'être présents. Juste, je patiente une seconde, enfin plutôt 1 minute et demie, et après je démarre et vous explique tout ce dont on va parler durant cette prochaine 45 minutes. Merci à tous. 2 petites minutes. À moins que tu veuilles dire quelque chose, Quentin, sinon on patiente encore une minute. Bonjour à tous, ravi d'être là et ravi de parler d'analytics et d'outils comme Mixpanel. C'est Anne-Sophie. Et voilà. Ouais, 32. C'est très difficile de patienter un blanc comme ça. Donc on va plutôt démarrer. Moi, je me sens très mal à l'aise avec ça. Donc, on démarre. Tu fais des sondages à la volée, Brice, du coup, c'est ça? C'est toi qui Ouais, les c'est crée? ça. Ouais, c'est ça. Ce serait peut-être intéressant, je pense, que j'ai une idée de qui est dans la room, de savoir un petit peu quel est le business de chacun, si c'est des SaaS, du B2B, du B2C. Je ne sais pas si tu peux faire un sondage comme ça. Ouais, je m'en occupe. Justement, je vais introduire tout ça et je démarre les sondages juste après. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Brice Morin, je suis le fondateur de Dezio. Quentin, qui est à ma gauche, là, je ne sais pas pour vous si c'est à droite ou à gauche, et Head of Growth de chez Libéo. Et par ailleurs, je le dis à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher, un ancien de Dezio également. On va vous parler aujourd'hui d'Analytics, qui est sans doute la brique parmi la boîte à outils du Growth la plus fondamentale, la plus importante pour pouvoir justement prendre des décisions argumentées et pas juste tirer dans tous les sens en espérant que ça marche. On va... Ça. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dezio, c'est une agence de growth, la plus ancienne des agences de growth en France. Depuis 2017, on a lancé une formation. Cette formation a démarré par une présentielle, puis s'est transformée en digital. Pour en savoir plus là-dessus, rendez-vous sur formation.2.io. On a des cours en scrapping, en automatisation, en prospection, et en tout ce qui pourrait être de l'ordre du growth. N'hésitez pas à y jeter un œil. Aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, on va parler d'analytics avec Quentin. Pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, Analytics reste un sujet important. Google Analytics est probablement déjà installé sur vos business respectifs. On va essayer de vous expliquer en quoi Google Analytics n'est pas suffisant et en quoi, si vous avez un business avec un univers adressable peut-être plus réduit qu'avec un Google Analytics, qu'en B2C, disons en B2B particulièrement, Mixpanel va être vraiment très, très intéressant pour vous. Avant de laisser la main à Quentin qui va justement vous expliquer tout ça, je vous explique que je m'occupe du chat. En gros, je vais être le community manager de cette session. Je m'occupe de répondre à vos questions dans le chat, mais aussi de vous poser des petites questions dans la partie sondage du chat pour que justement je puisse intervenir auprès de Quentin et lui poser des questions si vous en avez et l'orienter en fonction des réponses à vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions dans le chat. Voilà pour l'intro. Maintenant, j'ai assez parlé. Je vais laisser Quentin s'exprimer et vous expliquer tout ça. À toi, Quentin. Merci Brice, bonjour à tous, ravi de pouvoir parler de growth et surtout d'analytics. Enfin, je rebondis sur ce que dit Brice, je pense que c'est une des briques les plus importantes parce que sans data, c'est un peu compliqué de savoir où on va. Donc en tout cas, moi, c'est une approche que je trouve très forte dans le métier et je pense que pour tous les business, quand on fait du web, c'est important d'avoir cette approche data. Du coup, il y a pas mal de choses dans l'écosystème pour faire de la data. Il y a plein d'outils. Vous connaissez tous Google Analytics, mais il y en a d'autres. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement de Mixpanel. Je vais vous expliquer pourquoi on parle de Mixpanel, quelles sont les différences avec des outils comme Google Analytics notamment, et pourquoi c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre d'outils comme Mixpanel. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais dans sa stack data. Donc voilà. Ok, je vois qu'il y a des commentaires sur le son, n'hésitez pas, hein, si vous m'entendez pas bien, j'essaierai de modifier.
Donc voilà, je vais partager mon écran et puis du coup, ce webinaire sera partagé entre une petite intro sur Mixpanel qui sera plutôt des slides et puis après on rentrera dans l'outil et je vous montrerai en live comment faire certains rapports. Donc voilà, c'est un petit peu le but de cette session. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme l'a dit Brice, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure et puis sinon on prendra un moment à la fin pour y répondre plus globalement. J'ai partagé mon écran du coup. Je pense que vous voyez bien mon écran, parce que moi j'ai le retour chez moi. C'est good pour tout le monde. Let's go. Super, merci. Top. Là aussi, c'est toujours bon. Cool. Donc du coup, comme je vous le disais, c'est un peu Mixpanel 101 et j'ai trouvé ce titre un peu clickbait, muscler vos analytics pour comprendre ses utilisateurs et vous allez voir, en vrai, c'est un peu clickbait, mais c'est vrai. Je vais commencer par une petite intro rapide en me présentant. Du coup, moi, je suis Head of Growth chez Libero aujourd'hui. J'ai effectivement, comme le disait tout à l'heure Brice, j'ai travaillé chez Dozeo il y a quelques années et j'ai eu la chance aussi d'être aux prémices de la formation de Dozeo, donc je la connais très bien. Et puis après, je suis passé par une startup qui s'appelle Swile, qui fait du ticket resto, dont certains connaissent peut-être le nom. Et maintenant, je suis chez Libéo. Libéo, pour faire simple, c'est un petit peu comme Lydia, mais pour les PME. En gros, c'est une plateforme qui permet aux dirigeants d'entreprise, aux dirigeants de PME ou aux postes financiers comme les directeurs financiers, de mieux gérer le poste fournisseur en payant des factures, voilà, à travers Libéo. Et donc gérer un peu mieux toute la partie trésorerie liée au poste fournisseur. Et du coup, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis chez Libéo sur ce rôle-là, et donc j'ai un scope de Head of Growth. Et du coup, dans ce scope-là, forcément, il y a une grosse partie data, puisque tout ce qu'on va chercher à mettre en place pour générer de la croissance, il faut comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est des hypothèses qui vont aller, qui sont successful ou non, et du coup pouvoir ajuster en fait les décisions, et c'est vraiment important d'avoir cette donnée-là, et pas que pour l'acquisition. Je pense que parfois on a tendance à penser qu'il n'y a que les actions d'acquisition qu'il faut mesurer quand on est growth, mais le growth c'est aussi d'autres choses comme de l'activation, de la recommandation, du referral, etc. Et donc ça peut toucher au produit. Et c'est particulièrement le cas chez Libéo. On a une partie produit et c'est pour ça qu'on a des outils comme Mixpanel à notre disposition pour aussi comprendre quels sont les impacts sur l'acquisition, bien sûr, mais aussi quels sont les impacts sur le produit. Et je pense que pour finir un peu cette intro, c'est important d'avoir en tête que si on a un SaaS, particulièrement en B2B avec des produits SaaS, sans outils vraiment dédiés à comprendre ce que font les utilisateurs dans le produit, à comprendre quel est leur usage, etc., on est un peu aveugle. Et donc, c'est vraiment important de se doter d'outils comme Mixpanel. Voilà, l'intro étant faite sur qui je suis. Moi, je voulais d'abord commencer par ça. Quand j'ai fait mon petit post sur LinkedIn présentant le webinaire, il y a une personne qui m'a interpellé. Parce que j'ai tout de suite parlé d'outils et il m'a dit mais en fait le premier réflexe c'est pas forcément de parler d'outils tout de suite mais plutôt de parler de questions relatives au business, pourquoi en fait on a besoin d'aller prendre de la data. Et du coup si je lui fais un petit clin d'œil du coup en passant, je sais pas s'il est là dans le webinaire, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, et je pense qu'avant de chercher un outil, avant de chercher à comprendre ses utilisateurs, en fait il faut savoir ce qu'on veut chercher. Je pense que c'est ultra important dans la démarche data de savoir pourquoi on veut récolter de la data, quel est l'objectif business. Et donc, c'est un peu par là que je voulais commencer aujourd'hui. Toujours connaître l'objectif business avant de se lancer, toujours se poser des questions. Et du coup, j'ai mis quelques exemples. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais qu'est-ce que je veux savoir sur mes utilisateurs? Quelle page ils visitent? Dans quel ordre? Quels sont les usages de mon produit? J'en parlais tout à l'heure, surtout quand on a un SaaS, quand on a une plateforme, notamment sur l'usage des features. Il y a sûrement des flops, il y a sûrement des tops. On a envie de savoir quels sont les personas qui utilisent quelle feature, dans quel cadre, etc. Sur la partie acquisition, on a envie de comprendre comment ça se passe, quel est le process, est-ce qu'il y a des frictions, est-ce qu'il est long, est-ce que c'est différent selon différents types d'utilisateurs, etc. Enfin voilà, tout plein de questions, la répartition des plans payants. Nous, on gère des factures chez Libéo, donc par exemple,
une des choses qu'on regarde souvent, c'est combien il y a de factures qui sont mises par le user dans la plateforme. Est-ce qu'il y a des patterns en fonction du type d'utilisateur, etc., du persona finalement. Et donc tout ça, ça vient en amont de l'utilisation d'un outil, parce qu'en fait, un outil, c'est un outil, ça porte bien son nom, c'est un moyen d'organiser la data une fois qu'on l'a, une fois qu'on arrive à la récolter. Et donc en fait, on peut pas lui faire dire ce qu'on veut, mais en fonction de la question business, de l'objectif qu'on a, on va pas rechercher les mêmes choses. Et si on veut vraiment être focus et avoir un objectif de trouver les bonnes décisions, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions au départ. Je te fais une petite aparté, je profite du blanc entre deux slides. On a une immense majorité de personnes qui n'a pas utilisé Mixpanel et les business B2B sont prioritaires, sont majoritaires, donc plutôt pertinent avec le cas Mixpanel, avec pas mal de SaaS. Trop bien. Voilà, j'espère que je vais répondre à certaines de vos questions et vous aider là-dedans. Donc voilà, le message ici, c'était plutôt de vous dire, pensez toujours à prendre un peu de recul avant de vous plonger dans un outil, parce que se plonger dans un outil sans savoir pourquoi, ça risque d'être un peu compliqué. Donc quelques exemples de questions. Et donc du coup, moi, je vous propose sur la slide suivante une démarche que j'essaie d'appliquer, qui est un peu la démarche Analytics, qui reprend un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire commencer par les questions business, les objectifs. Pourquoi, qu'est-ce qu'on veut atteindre, etc. Et puis, tout de suite, essayer de réfléchir à quels sont les bons KPI qui vont derrière, les bonnes métriques qu'on va vouloir suivre, parce qu'il y en a des milliers et elles ne sont pas toutes pertinentes en fonction des objectifs. Le deuxième point, c'est de s'assurer qu'on va collecter la bonne donnée dans l'outil d'analytics et donc, du coup, mesurer les bonnes choses pour pouvoir en faire des reporting. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation opérationnelle d'un outil. Et ça, c'est pas encore la phase d'analyse. La phase d'analyse, elle est après, une fois qu'on a réussi à se dire, OK, j'ai les bonnes données qui arrivent dans mon outil parce que je les ai bien préparées et que je les mesure correctement. J'ai construit des reports qui sont pertinents. Maintenant, je peux passer dans cette phase d'analyse et de compréhension qui vont répondre à ces objectifs, à ces questions business qui étaient en étape 1. Et c'est comme ça que là, je vais pouvoir optimiser et prendre des décisions. Donc voilà, moi, c'est un peu la démarche que j'applique au quotidien dans mon métier et je pense que il y en a plein d'autres, mais celle-ci, en tout cas, je vous la propose parce qu'elle est assez simple. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est dans une logique grosse, donc très itérative. Donc, c'est pas fini. En fait, quand on a fait les 4 premières étapes, il y a d'autres questions qui sont posées. On apprend des choses et l'important, c'est de toujours essayer de se remettre un peu en question pour avancer au fur et à mesure. Donc, repartir un peu dans ce cycle. Je vous donne un exemple assez facile. Si on veut observer en e-commerce l'efficacité d'un panier, donc du tunnel panier, de la mise au panier jusqu'au paiement, il faut savoir en fait ce qu'on veut regarder. C'est l'efficacité globale, est-ce que c'est ce qui se passe entre 2 étapes, est-ce que c'est par persona, etc. Encore une fois, se poser les questions pour se dire, une fois qu'on a collecté la donnée, qu'on la mesure et qu'on en fait un report qui nous donne par exemple ce panier-là, de la mise au panier au paiement confirmé, quelles sont les différentes étapes, le funnel de conversion pour aller du début jusqu'à la fin, pouvoir observer qu'il y a a priori des problèmes entre l'étape 1 et l'étape 2, entre l'étape 2 et l'étape 3, et peut-être qu'on pourrait aussi améliorer les 2 dernières étapes. Et donc, c'est parce qu'on a défini les bonnes questions, qu'on a observé la bonne data et réussi à faire les bons reports qui correspondent à ces questions, qu'on va pouvoir s'attarder sur ces points de friction et se dire maintenant, il va falloir que je deep dive encore entre l'étape 1 et l'étape 2 pour pouvoir comprendre s'il y a des patterns dans l'utilisation par mes utilisateurs et faire des hypothèses, tester des nouvelles choses. Et du coup, tester ces choses-là, ça veut dire aussi derrière voir l'efficacité en allant encore dans la data. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le concret, je vous parle de quelques outils. Voilà, je vous ai mis quelques logos. Il y en a certains que vous avez sûrement déjà vus. L'idée, c'est pas de vous dire les différences avec tous ces outils-là, mais il y a beaucoup d'outils d'analytics. C'est pas forcément facile de savoir lesquels choisir. Ça mériterait presque un webinar de savoir comment constituer sa stack data. Au départ, Google Analytics, c'est un des plus connus et sûrement les plus utilisés. Mais il y a plein de différences entre ces outils. Et je pense qu'une des principales différences, c'est ce qu'on appelle, c'est la façon dont est collectée la donnée et du coup, l'approche qu'on va avoir. Et du coup, il y a 2 grandes approches qui se distinguent. La première, c'est ce qu'on appelle le site-centric. Aller regarder en fait ce qui se passe au niveau du site, au niveau des pages et non pas au niveau de l'utilisateur. Et du coup, à l'inverse, il y a ce qu'on appelle le user-centric qui est là, on va regarder les utilisateurs uniques, quels sont vraiment leurs comportements à eux et non pas
globalement sur ce qui se passe sur la page. On va pouvoir vraiment aller à l'échelle de l'utilisateur. Donc, c'est un peu les deux grosses différences qu'on peut voir sur des outils d'analytics. Il y en a d'autres, mais celles-ci, elles sont vraiment marquées. Et donc, si on essaie de les placer un peu sur un petit schéma, vous voyez, si on regarde juste Mixpanel qui est à droite du coup et Google Analytics, ils sont en fait finalement dans deux sphères différentes. Pourquoi? Parce que Google Analytics, c'est plutôt un outil qui est là pour vous donner des données assez globales sur l'utilisation de votre site, de vos pages, même si vous avez bien entendu toute la partie acquisition, quels sont les canaux, vous pouvez faire des segments, etc. Vous pourrez rarement aller très très loin en la compréhension d'un utilisateur en particulier et suivre cette journée de A à Z. Alors qu'un outil comme Xpanel, lui, c'est vraiment ça, son rôle. Xpanel, Amplitude, il y en a d'autres, mais c'est vraiment de pouvoir suivre un utilisateur de A à Z. Et du coup, voilà, c'est potentiellement une approche plutôt complémentaire en fait entre ces deux outils, qui ne sont pas forcément à mettre l'un en face de l'autre. Ça va dépendre de votre business, ça va dépendre de vos objectifs. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu des idées sur pourquoi il y a plein d'outils et pourquoi Google Analytics et Mixpanel, comment on peut les mettre ensemble ou pas d'ailleurs. Donc voilà. Du coup, Mixpanel, quand même, je commence par ça parce que c'est vrai qu'on connaît tous Google Analytics et souvent c'est un peu l'outil par défaut qu'on met en place en premier. Les grosses différences, si je dois revenir dessus, au-delà du côté user-centric versus page-centric, dans Google Analytics, on va suivre aussi des utilisateurs, mais c'est pas la même manière de les suivre. Chez Google Analytics, en fait, un utilisateur, c'est un cookie. Donc, un cookie, forcément, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et une des choses, c'est que quand on traque un cookie, c'est difficile de faire du multi-device. C'est difficile de gérer un utilisateur comme étant une personne identifiée, puisqu'en fait, c'est un cookie. Donc, à partir du moment où le cookie n'est plus là, en fait, on recrée un nouvel utilisateur. À partir du moment où ce cookie disparaît parce qu'on change de device, c'est la même chose. Donc, la première différence, c'est que chez Google Analytics, un utilisateur, c'est un cookie, alors que chez Mixpanel, ça va être un user ID, si on va précisément dans le terme, c'est-à-dire un utilisateur qui a un ID qui l'identifie. Et quel que soit finalement sa journée, son device, si on arrive à l'identifier, on saura le retrouver partout. Sur la partie tracking d'événements, donc un événement, c'est par exemple, je fais un clic sur un bouton ou je remplis un formulaire. Ça, chez Google Analytics, c'est un peu, c'est pas évident. Enfin, on peut le faire, mais il va falloir envoyer de la donnée en plus. Et du coup, on peut le faire pour le mettre dans des rapports, mais ça reste simpliste et limité. Là où chez Mixpanel, comme on est à la maille user, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Autre grosse différence entre ces deux outils, Mixpanel va vous permettre d'avoir des données en temps réel, là où un Google Analytics vous garantit d'avoir des données qui sont plutôt fiables sous 24-48 heures. Donc ça, c'est aussi un plus quand on veut avoir tout de suite des infos. Et quand on a un SaaS avec 1000 users qui se connectent en même temps, je pense que c'est quand même bien d'avoir des données en temps réel. Rapport donc focalisé sur les users côté Mixpanel et les events, là où c'est plutôt sur les pages, c'est la différence user versus page-centric. Et puis, le cross-device, j'en ai parlé, je pense qu'un des avantages de Mixpanel aussi que fait pas très bien Google Analytics, c'est qu'on va pouvoir l'implémenter sur du mobile. Et quand je dis sur du mobile, c'est aussi sur des applications mobiles. Et donc, pouvoir finalement réconcilier ce cross-device aussi. Si on a une app mobile, une app desktop, on va pouvoir suivre un utilisateur, quel que soit son device, quel que soit le moment et l'endroit où il a consulté l'information dans notre app. Et puis, l'interface dashboard, ça c'est un peu plus subjectif, mais je pense que Mixpanel est plutôt bien fait. Je vous montrerai après. On arrive à construire des choses très vite en quelques minutes. Donc voilà, il y en a d'autres. J'avais envie de mettre un petit peu l'accent sur celle-ci pour que vous compreniez bien en quoi les outils sont différents et en quoi ils peuvent être complémentaires aussi. Du coup, pourquoi Mixpanel? Il y en a d'autres, encore une fois, qui font la même chose, notamment Amplitude, qui est à peu près sur la même chose. Donc, pour résumer un peu ce que je venais de dire, c'est que là, on va être sur un tracking d'utilisateur. C'est facile de mesurer les actions sur cet utilisateur individuel et qui va être identifié en fait dans tout son parcours. Un des avantages d'un outil comme Mixpanel, c'est que c'est un outil qui est accessible pour les gens qui ne sont pas des spécialistes de la data, des data scientists, data engineers, etc. Il n'y a pas besoin de savoir faire du SQL pour faire des requêtes. Il n'y a pas besoin d'utiliser du code, à part pour implémenter l'outil une première fois. Une fois que c'est fait, on peut l'utiliser et ça, c'est vraiment facile à prendre en main. Et voilà, le reste, on en a déjà un peu parlé, mais le tracking comportement des utilisateurs sur mobile, c'est notamment un des gros points aussi d'un outil comme Mixpanel. Il y a eu quelques questions quand je préparais le webinaire sur comment on l'implémente. J'avais une question à ce sujet.
Vas-y, Je- vas-y. Ça fait écho à ce que tu allais dire. J'ai une question Ah, de ok. Clément qui dit tracking d'événements Mixpanel versus Google Tag Manager. Est-ce que c'est plus simple? J'ai commencé par lui répondre que c'était complémentaire, mais je veux bien que tu prennes la main. Yes, bah, je peux répondre effectivement sur cette question rapidement. Effectivement, c'est complémentaire, ça ne va pas être forcément les mêmes objectifs. Google Tag Manager, ça va te permettre de pousser de la data dans un outil, en fait, de traquer un événement sur une page. Et donc, avec un Google Tag Manager, tu vas pouvoir envoyer du coup la data dans un Mixpanel ou dans un Google Analytics. Du coup, tu ne vas pas pouvoir l'exploiter avec GTM, ta data. GTM, ça va vraiment te servir pas de hub, mais en tout cas de transfert pour envoyer la data quelque part et la déclencher au bon moment, etc. Du coup, cette data, une fois que tu la récupères, si tu la récupères dans un Google Analytics, c'est ce que je disais, tu vas pouvoir faire plein de choses, mais tu seras plutôt à la maille site-centric, donc plutôt sur les pages, même si tu auras des événements que tu envoies, tu pourras regarder les événements, mais ce sera toujours sur combien il y a d'événements qui ont été réalisés dans tel canal d'acquisition, sur telle page, etc., etc. Tu ne pourras pas regarder un utilisateur particulier, ou alors si tu peux le faire, c'est très compliqué dans Google Analytics parce que c'est pas fait pour. Là où un Mixpanel, bah, en fait, tu vas lui envoyer aussi le même événement et cet événement, tu vas pouvoir le rattacher à un utilisateur que tu vas pouvoir identifier et suivre son parcours de A à Z. C'est l'avantage d'un outil comme Mixpanel, ce que je vais vous montrer après, c'est que tu peux vraiment comprendre le parcours utilisateur individualisé de chaque utilisateur et du coup en faire des segments quand tu les regroupes ensemble, trouver des patterns sur l'utilisation réelle de ton produit et non pas que juste sur les pages. Donc GTM, c'est pas le même objectif et c'est complémentaire. GTM, ça mériterait aussi un autre webinaire et je sais qu'il y en a qui sont prévus là-dessus, mais GTM, c'est un peu comme Segment qui permet justement d'envoyer de la data. Et donc, du coup, il me semble que c'est toi, Clément, qui avait aussi posé cette question sur l'implémentation. Comment implémenter Mixpanel et notamment sur une application mobile. En fait, c'est assez simple en réalité. Alors, ça demande pour le coup d'avoir un peu une force de développement parce que il faut implémenter ce tracking techniquement à un moment donné. Donc, tu commences par créer ton compte. Ensuite, la deuxième étape qui n'est pas dans l'implémentation réelle, mais que je vous conseille de faire, c'est préparer votre plan de tracking. De la même manière qu'il faut préparer ces questions, il faut préparer ce qu'on veut traquer, pourquoi, quel est l'objectif, etc. Traquer plein de data, c'est bien, mais trop, c'est parfois contre-productif. Pas assez, on loupe des choses. Donc, il faut se poser et définir le bon plan de tracking. Une fois qu'on a fait ça, là, en gros, soit on installe Mixpanel sur le web et c'est assez simple, c'est un petit snippet JS à intégrer sur les pages, soit c'est sur une appli mobile et du coup, ça s'appelle un SDK. Donc, c'est quelque chose à intégrer aussi dans le code de l'application mobile qui va permettre d'envoyer de la data tout simplement à Mixpanel. Une fois que c'est fait, les événements, il faut quand même les implémenter, c'est-à-dire qu'on a défini un plan de tracking, on a dit n'importe quoi, sur la première page, il y a un bouton, je veux savoir quand il y a des clics sur le bouton, donc il faut pouvoir implémenter cet événement qui vient identifier qu'il y a un clic sur le bouton. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à récupérer la data dans Mixpanel ou dans un autre outil d'ailleurs, c'est un peu le même principe pour d'autres outils. Et je vous conseille, en dernière étape, on oublie souvent, mais de tester que ce que vous avez implémenté fonctionne bien. Ça vous évitera parfois d'avoir des trous dans la raquette qui interviennent 2 mois après parce qu'on n'a pas bien testé correctement. Voilà, je vous ai mis un petit lien vers la doc. Vous verrez, c'est bien expliqué, beaucoup plus en détail que ça, mais globalement, c'est assez simple d'implémenter un outil comme Xpanel. Sachant que, petit aparté, on peut aussi l'implémenter avec d'autres outils tiers, mais voilà, c'est assez simple et c'est expliqué dans la doc. Du coup, on va rentrer dans Mixpanel pour de vrai. Ce que je vous propose comme petit sommaire, c'est de rentrer dans l'outil ensemble et que je vous montre globalement les principales fonctionnalités. Et il y en a plusieurs qui sont intéressantes. La première, c'est déjà regarder à quoi ça ressemble globalement, si vous avez jamais vu cet outil. Et puis après, on va regarder comment segmenter des utilisateurs pour comprendre déjà leur comportement, comment ils font certains événements, pourquoi, etc. On regardera un tunnel de conversion. Donc là, il y a vraiment une logique de je commence par une action et puis il y en a plusieurs après. Et puis on complétera ça avec le parcours d'un utilisateur de bout en bout, avec vraiment une logique de flow, par quoi il est passé, quelles sont les entrées, les sorties possibles. Et comme c'est un outil qui est centré sur les utilisateurs, forcément, il fallait aussi passer un peu de temps sur aller explorer ce que c'est qu'un utilisateur dans Mixpanel, toutes les infos qu'on peut avoir dessus, et du coup, les caractéristiques qui lui sont rattachées. Et puis, je vous parlerai de 2-3 features bonus à la fin qui sont aussi intéressantes, même si elles sont dans des plans un peu plus premium. Mais pour certains usages, ça peut être intéressant aussi.
Avant de rentrer dedans, du coup, je vais switcher l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, petite question. Justement, j'ai commencé à écrire à l'écrit, mais si tu veux, un tout petit point sur la question liée de Melchior au B2C, B2B. Alors, attends, je comprends bien l'avantage de Mixpanel pour Oh, un bon, service. Melchior a eu sa réponse, ça va. Excuse-moi, je t'ai coupé pour rien. Je pense que Melchior a eu sa réponse. Ok, bon, bah, n'hésite pas si c'était pas assez complet, si tu veux que je reprécise. Du coup, je vais passer dans l'outil. Donc, je vais partager l'écran, comme ça j'aurai accès aux questions en même temps. Donc là, à ma droite, enfin sur l'écran de droite, vous voyez bien, j'espère. Vous me dites si c'est pas assez gros, je me mets en écran global. Hein. Ça va? Oui, mais il est coupé au milieu. Ouais, parce que à ma gauche, j'ai Livestorm, mais en fait, je vais en faire un écran global, t'inquiète. Ouais, Je vais le remettre en plein écran. Tac, voilà. Donc là, on est sur Mixpanel. Quand on arrive sur Mixpanel, on arrive sur cet écran-là. Cet écran-là, tout simplement, c'est un des dashboards le plus récent, donc, que j'ai appelé MyDash, avec dedans un des rapports que j'ai créé, mais il pourrait y en avoir d'autres. Sur la gauche, vous avez en fait la barre avec vos éléments qui sont en favori. Par exemple, ici, si je vais sur un autre dashboard, vous voyez, j'ai beaucoup plus de rapports avec beaucoup plus de données. La barre d'outils, on va dire, dans Mixpanel, elle est en haut. Donc, vous avez accès au dashboard. Et puis ensuite, vous avez ici la possibilité de faire plusieurs reports. Donc, on va les parcourir, les 4, les insights, les funnels, les flows et la rétention. Forcément, c'est un outil qui traque les users. Donc, on va pouvoir explorer les utilisateurs. On y reviendra après. Les événements, les événements qui sont en fait le live. Comme on est en temps réel, on a une vue en live de tous les événements qui sont faits, donc vous pouvez y accéder ici. Et puis, le reste, c'est ce qui est intéressant aussi dans des outils comme Mixpanel, c'est que vous pouvez, même si vous envoyez des événements avec un naming X, vous pouvez dans l'outil Mixpanel, au moment de créer vos rapports et d'exploiter la donnée, en fait, recréer un peu votre lexique, faire des ajustements de noms, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, donc c'est d'autres features dont je vous montrerai deux tout à l'heure, mais qui sont complémentaires dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis après, comme des outils assez classiques, vous avez les settings, etc. Pour ce webinaire, j'ai choisi de prendre des données de tests qui sont bien foutues. Quand vous avez créé votre compte sur Mixpanel, vous y avez accès. Je vous le dis parce que vous en avez plusieurs et ça vous permet d'explorer et de construire, de jouer avec l'outil, même si ce n'est pas vos propres data et vous faire un peu une idée. Et c'est vraiment bien fait. Moi, pour le webinaire, j'ai choisi les données B2B SaaS. Du coup, je vous propose de commencer par le premier rapport. Donc, le premier rapport, c'est ce qu'on va appeler le rapport d'insight. Le rapport d'insight permet en fait de segmenter et de filtrer la donnée en regardant les utilisateurs qui ont fait certains événements. Je vais prendre une petite note pour construire ensemble. Donc là, moi, ce que je vous propose, vu qu'on est en gros dans un B2B SaaS, c'est d'aller regarder, par exemple, dans un SaaS B2B, ce qu'on aimerait voir, c'est quelles sont les fonctionnalités qui sont les plus utilisées. Donc ça, ou quels sont, par exemple, les plans pour les gens qui ont créé des comptes, quels sont les plans premium qui sont les plus choisis. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire assez rapidement. Il suffit, en fait, ici, donc, de choisir l'événement ou la cohorte qu'on va regarder. Nous, on va regarder des événements, là, ici, et d'aller chercher dans la liste des événements. Cette liste, c'est tous les événements que moi, j'ai choisi avec mon plan de tracking d'envoyer à Mixpanel. Donc, c'est tout le travail préparatoire qu'on a fait. J'ai choisi d'envoyer ces événements-là. Et donc, du coup, à chaque fois qu'un événement est fait et performé, il est envoyé à Mixpanel via, du coup, soit le snippet JavaScript ou le SDK dont on a parlé avant. Donc là, par exemple, si on rentre dans le concret, disons que je veux regarder tous ceux qui ont créé un compte dans les 30 derniers jours. Là, j'ai tous ceux qui ont créé un compte dans les 30 derniers jours. Vous voyez, c'est ultra simple. J'ai choisi mon événement. Je peux choisir si je le compte en unique, total. Enfin, j'ai plusieurs possibilités pour le coup. On ne va pas rentrer dans le détail de tout. Là, moi, je vais garder le total. Ici, je suis sur les 30 derniers jours, mais j'ai d'autres possibilités. Je peux avoir aussi une période custom et comparer avec l'ancienne période, etc. Et puis, dans l'interface, je vais avoir plusieurs options d'affichage. Donc là, c'est une ligne. Je peux avoir une ligne logarithmique, du cumulatif, etc. Donc, par exemple, si on regarde le cumulatif, la courbe ne sera pas du tout la même parce qu'on va ajouter sur les 30 derniers jours, à chaque fois, en cumuler tous les accounts created.
Vous avez la possibilité, bien sûr, de répartir les choses sur différentes échelles de temps, donc, par exemple ici en semaine, etc. Donc, si on reprend l'exemple, je vais rester en jours, puisque c'est sur 30 derniers jours. Moi, je veux regarder ici tous les gens qui ont créé un compte et je veux regarder ici, je vais mettre un breakdown par industrie. Alors, donc sur l'information de la compagnie pour voir un petit peu quelles sont les industries qui font le plus de comptes. Donc là, très vite, voilà, j'ai un petit graphique qui me dit, OK, ça te permet de déjà avoir une idée sur qui sont tes utilisateurs, qui sont ceux qui créent le plus de comptes. Donc là, c'est pas très, très beau. On pourrait peut-être changer et se dire qu'on met ça en camembert. Et voilà. Et en 2 secondes, vous avez une idée déjà de qui sont les personnes qui créent des comptes chez vous. On pourrait faire la même chose et se dire, OK, maintenant qu'on a ça, je veux savoir quels sont les plans qui sont pris. Alors, je ne sais plus comment c'est, je crois que c'est ça, c'est le plan. Voilà, donc là, on voit qu'il y a l'information du trial, etc. Donc là, pour le coup, le camembert, il n'est pas adapté. On pourrait, par exemple, l'afficher comme ça. Et donc là, on a 4 plans différents, Enterprise, Free, Growth, Trial. Et on voit très vite qu'en fonction de l'industrie, il y en a qui prennent plus ou moins de plans. Alors là, forcément, c'est du volume, donc on ne se rend pas bien compte des proportions, donc on va changer et passer en proportion. Et très vite, on peut se rendre compte que en fait, ceux qui prennent plus de trial, c'est les médias et la finance, alors que ceux qui prennent le plus de plans payants, je peux même les enlever pour que ça soit obvious, j'enlève le free et le trial, ceux qui prennent le plus de plans payants, a priori, ça va être dans les assurances. Voilà, c'est un exemple très simple d'utilisation d'un rapport qu'on appelle le rapport d'insight, qui va permettre de regarder un événement ou plusieurs. On pourrait en rajouter un autre. D'ailleurs, on pourrait dire, tiens, je vais regarder aussi ceux qui ont envoyé un message, par exemple. Donc là, je sais, voilà, ça va dédoubler le graphique avec le premier et le deuxième événement. Donc voilà, c'est assez simple. Encore une fois, si vous avez les questions auxquelles vous voulez répondre au départ, vous saurez construire ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier rapport, observation des nombres de users, on est bien à la by user, qui ont fait tel ou tel événement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des filtres dessus, on peut du coup faire des breakdowns, donc un peu comme dans d'autres outils d'analytics, mais là, on est à la by user, donc c'est intéressant. Et de la même manière que dans un Google Analytics, on pourrait bien sûr regarder ça par source. Par exemple, je vous montre très rapidement, mais ici, si j'ai des UTM et que j'ai des sources différentes, voilà, il pourra me donner l'info, Google Ads, etc. Donc bon, là, c'est pas très lisible parce que c'est pas le bon graphique. Mais voilà comment ça fonctionne, le rapport d'insight. Donc, on est en train de regarder un peu une photo d'un événement. On n'a pas de notion de parcours ou de funnel. C'est quel est l'événement ou quels sont les événements qui ont été parcourus. Et il n'y a pas de notion d'ordre entre ces différents événements. Voilà, ça vous permet déjà de faire quelques rapports. Donc, typiquement, si je reviens sur les petits dashboards, c'est des très bons moyens de faire des rapports, par exemple, sur plutôt ici. Voilà, quelles sont les actions qui sont le plus faites, donc quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées, quels sont les plans, c'est ce qu'on a fait, les job titles, par exemple, si je veux comprendre quelle est ma persona, etc. C'est ce genre de choses que vous allez utiliser. Est-ce que je peux te couper? Yes. On a Elsa qui demande, je pense que c'est un use case assez facile à mettre en œuvre et donc du coup que tu peux montrer. Si tu peux montrer comment faire pour analyser les UTM, hein, juste montrer à quel endroit on retrouve les UTM. Donc dans le rapport d'insight, c'est ce que je montrais juste avant. Hop, je vais revenir. Toi, par exemple, tu veux, si on reprend l'exemple, regarder les comptes qui ont été créés. Donc c'est ça ton event, hein, tu veux vraiment regarder. Et tu veux regarder d'où ils viennent. Donc en fait, c'est un breakdown. Et là, du coup, tu pourrais avoir la source. Alors ici, en fait, on a plusieurs UTM. Donc tu pourrais avoir l'UTM source, puis tu pourrais avoir, si tu veux regarder aussi le médium, tu aurais aussi cette info-là. Et donc, en fait, après, tu as un tableau et tu vas pouvoir avoir la différence entre les différents niveaux de canaux en fait, qui ont créé des accounts. Concrètement, si tu regardes sur la gauche, Laura, tu as les événements, les formules, les filtres et les breakdowns. Là, ce que tu veux, c'est vraiment breakdown, ça veut dire, comment on dit en français, Quentin, décomposer, quoi. Répartir, ouais, décomposer. Répartition. Tu veux répartir par UTM et donc du coup, c'est dans cette section-là que tu vas répartir et choisir le répartisseur.
Exactement. Et donc, tu vois, si tu peux même changer l'ordre, parce que là, c'est peut-être hop, facile de mettre le médium pour bien comprendre. Mais tu vois, là, j'ai changé la vue. Voilà. Donc là, tu vois que on va, ouais, sur le médium, tu as, par exemple, sur du search, tu as cette répartition-là pour les gens qui ont créé des comptes. Donc, tu peux retrouver tes infos comme ça. Et si tout n'est pas intéressant, tu peux même faire des filtres pour enlever Pinterest, Facebook, etc., comme je le montrais tout à l'heure. Ça répond à ta question? Je pense. Elsa demande, mais il faut le paramétrer en amont? Pas trop. En fait, ça récupère de manière automatique les UTM que tu mets dans tes URL. Donc, il n'y a pas besoin de configuration particulière si tu as déjà utilisé des UTM préalablement. Exactement. C'est un des bons points de Mixpanel aussi, c'est qu'il y a toute une partie de la donnée que tu envoies qui va être captée sans que tu aies besoin de la paramétrer. Toi, ce que tu vas devoir paramétrer, c'est vraiment l'événement. Donc, par exemple, quand tu crées un compte, si tu as envie de passer des informations en plus, comme justement, est-ce que, je sais pas si, quand tu crées un compte, si tu dois choisir un plan, tu vas devoir passer la valeur du plan, ce genre de truc. Mais tout ce qui va être UTM, URL, référeur, donc par exemple, d'où vient la personne avant, quelle était l'URL avant de faire la création de compte, ce genre de choses. C'est des trucs qui sont passés automatiquement en fait dans l'événement et donc que Mixpanel va récupérer. Ça semble parfait. Merci. Top. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'explorer un autre rapport qui s'appelle le rapport de funnel. La différence entre ce type de rapport-là et ceux d'avant, c'est que là, il y a vraiment une logique de je fais une première action, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, etc., etc. Et donc, il y a un ordre. Et là, l'idée, c'est vraiment de construire un funnel, hein, effectivement, et de comprendre s'il y a des drops entre plusieurs étapes. Donc là, par exemple, dans ce que je voulais vous montrer, on va se dire que donc là, le SaaS, le B2B, les données là qu'on a, c'est un SaaS qui permet d'envoyer des messages notamment et qui a aussi une application mobile. Et donc, on peut créer un compte en passant soit par l'application mobile, soit directement par le web. Et si on passe par le web, la première page, c'est une page de détail qui explique l'outil. Puis ensuite, il y a une étape de compte. Donc là, vous voyez, j'ai 2 étapes. Il m'en faut 2 pour faire un funnel. Avant, j'avais pas de données. Dès que j'en mets une deuxième, j'ai déjà les données qui apparaissent. La troisième étape, ce serait, maintenant que j'ai créé mon compte, je vais créer un workspace dans cet outil-là. Par exemple, pour Libéo, le workspace Libéo, pour identifier ma boîte, en gros. Et à la fin, je vais pas travailler tout seul, donc je vais inviter un teammate. Donc voilà, vous voyez, encore une fois, c'est très simple. Là, j'ai créé un funnel en 2 minutes. Si je sais ce que je cherche et ce que je veux mesurer, là, j'ai la valeur de mon funnel. Donc je commence par la page de détail, donc c'est 100%. J'ai 3258 personnes et à la fin, j'arrive à 2261 personnes, etc. Donc ça me permet de voir qu'il y a des drops différents entre chacune des étapes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un petit peu l'exemple que je prenais tout à l'heure pour du e-commerce, sur un funnel de panier. Il faut observer le funnel pour voir en fait pourquoi il y en a 100 au départ et à la fin, il y en a 80 et comprendre là où il y a des pertes. Et c'est ensuite parce qu'on voit qu'il y a une perte importante entre la création du workspace et l'invitation d'un membre qu'on va plonger entre ce qui pourrait se passer entre ces deux étapes-là pour faire des hypothèses et essayer de faire en sorte qu'on ait le moins de drops possible. Donc ça, c'est vraiment des rapports qui sont essentiels, je pense, dans tout business, parce qu'il y a toujours des funnels, il y a toujours différentes étapes. Quand on est en e-commerce, on commence par aller sur une page de produit, la mettre au panier, puis ensuite dans le panier, il y a plusieurs étapes, etc. Dans un SaaS, on commence par créer un compte, puis sunboarder, peut-être faire un tutoriel, etc., etc. Donc il y a toujours ce genre de choses. Donc je voulais vous le montrer, bien entendu. De la même manière, on a plusieurs paramètres. On pourrait ajouter des filtres, on pourrait ajouter des breakdowns. Par exemple, est-ce que j'ai mis dans mes notes Non, je ne l'ai pas mis, mais on pourrait en ajouter. Par exemple, on pourrait dire je veux voir uniquement le funnel de l'industrie, je ne sais plus quoi qu'il y avait tout à l'heure, ou par plan free pour le comparer ensuite à ceux des plans premium, etc., etc. Ce qui est intéressant par contre à vous montrer, c'est que ici, quand on crée un funnel avec Mixpanel, il y a bien sûr les différentes étapes et les drops, mais il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est le temps pour convertir tout ce funnel-là. Et du coup, avec ce rapport-là, on peut avoir ce genre de choses. La répartition en termes sur 100%, des gens qui mettent entre 0 et 2 jours pour faire ces 4 étapes-là, ou ceux qui ont besoin de 20 à 22 jours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez la possibilité de choisir de mettre l'intervalle que vous voulez, de choisir tous les steps, par exemple si vous voulez vous focaliser que sur le premier step ou step 2, et de regarder la distribution
Voilà, c'est pas très pertinent, mais en tout cas, comment c'est distribué dans le temps. Et vous avez aussi d'autres vues qui vous permettent d'appréhender un peu mieux le funnel. Mais moi, je vous conseille vraiment de regarder d'abord les steps et puis potentiellement le temps de conversion, parce que ça peut être intéressant d'une étape à une autre. Voilà pour ce rapport-là. Je vais assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je vais vous montrer d'autres choses. Mais, Un peu de retard, n'hésite pas. Désolé. pardon? Oui, je pense que tu peux passer à la suite. Ok, ça marche. Donc ça, c'est le deuxième rapport que je vais vous montrer. Le troisième rapport, vous allez voir, c'est assez visuel, c'est pas mal, c'est les rapports de flows. Donc les flows, c'est en gros comprendre quelle est la journée au-delà d'un funnel. Le funnel, c'est assez linéaire. C'est vous qui choisissez les étapes. Vous dites la première étape, c'est la page de détail. La deuxième étape, c'est la page de création de compte. En vrai, c'est ce que vous aimeriez avoir dans l'idéal. Mais ce n'est pas toujours le cas. En vérité, par exemple, quelqu'un qui crée un compte, il ne va pas forcément derrière créer un workspace. Il va faire d'autres choses. Il y en a certains qui peuvent inviter des membres ou qui vont tout simplement sortir. Et puis, ceux qui ont créé un workspace, ils ne vont pas tous inviter des membres, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est une vue. Vous allez choisir vos événements et ça va vous permettre d'avoir les différents flows, en fait, les différents parcours possibles à partir d'une étape. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter des steps en amont. Donc là, par exemple, sans même savoir quels étaient les steps, là, j'ai juste dit, je veux regarder ce qui se passe avant la création d'un compte. Je vois que dans 76% des cas, c'est la page de détail. Ça correspond à ce que je faisais tout à l'heure. Je pourrais faire la même chose en aval et je pourrais même explorer un peu plus. Par exemple, ici, si je clique droit et que je dis, tiens, je veux regarder les propriétés, s'il y a une différence par device, pour le coup. Donc en réalité, en faisant ça, vous allez voir, ça me met en fait une autre propriété ici qui est expand event by property, donc le device. Et donc là, ça m'explose un peu plus encore mon parcours en me disant, en fait, voilà, ceux qui ont un Pixel 2, voilà ce qu'ils font et ils sont beaucoup moins importants que ceux qui sont pas tagués malheureusement. Voilà. Mais ce rapport, il est vraiment intéressant pour aller dans une logique beaucoup plus fine de la compréhension d'un funnel, justement, et comprendre les drops d'un funnel, comprendre combien il y en a et potentiellement s'il y a des drops, est-ce qu'ils vont ailleurs, est-ce qu'ils regardent d'autres pages, est-ce que les étapes que vous pensiez linéaires, elles sont finalement pas si linéaires parce qu'il y a des gens qui reviennent en arrière, ça peut arriver par exemple. Donc voilà, ce rapport-là, il est utile pour ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Le dernier, pour être complet sur les principaux rapports, c'est le rapport de rétention. Et du coup, là, l'idée, c'est de comprendre en fait quelle est la rétention sur un événement particulier. On est sur une application qui permet, dans l'exemple, d'envoyer des messages. Donc, moi, j'ai envie de regarder en fait, est-ce que les gens qui envoient des messages et qui vont faire autre chose après restent et le font souvent. Donc ça, c'est un peu similaire à ce que vous pourriez avoir aussi dans un Google Analytics, mais encore une fois, c'est à la my user et c'est beaucoup plus précis. Donc là, par exemple, je vais regarder ce qui se passe pour les gens qui envoient des messages et on voit que le premier jour, il y en a un certain nombre et puis petit à petit, ça diminue. Et vous avez la même répartition que vous pourriez déjà voir dans ce genre de graphiques qui sont vraiment des cohortes où vous voyez le jour 1, puis la suite. Et de la même manière, ce qui se passe sur ceux qui arrivent le jour d'après. Donc là, en fait, sur cette ligne, c'est ceux qui sont arrivés le 11 juillet. Et puis le jour d'après, donc le 12 juillet, pour ceux qui sont arrivés le 11 juillet, etc., dans ce sens-là. Et puis dans l'autre sens, c'est les nouveaux qui arrivent. Donc ici, c'est ceux qui sont arrivés le 12 juillet, et puis etc., etc. Donc ça vous permet de savoir quelle est la rétention sur une fonctionnalité ou sur un événement particulier. Et ça, pour le coup, c'est vachement utile, typiquement sur des fonctionnalités produits, pour comprendre quel est l'usage, en fait. Est-ce que c'est un usage qui est fort au début et qui a tendance à partir après? Et quand on travaille la rétention dans un produit, c'est essentiel de savoir s'il y a des fonctionnalités qui sont plus utilisées au bout d'un moment, pourquoi elles sont plus utilisées, comment on peut faire pour redonner l'utilisation. Vous le savez, on parle parfois de AA moment. Le AA moment, c'est ce qui va permettre à quelqu'un, un utilisateur, d'être content d'utiliser votre application et du coup de sentir la vraie valeur et du coup de ne pas churner, d'être content de rester là parce que c'est fort. C'est dans cette logique aussi que ces rapports sont intéressants pour comprendre s'il y a peut-être des fonctionnalités qui sont plus importantes pour déclencher ce aha moment et qu'il faudrait peut-être les mettre plus tôt ou remettre des actions pour qu'ils reviennent dessus, etc. Donc voilà, ça c'est intéressant.
Et on pourrait faire des splits également. Là, par exemple, dans ce que j'avais préparé, je vais vous montrer un split par OS. Donc là, vous voyez, on pourrait mesurer la rétention en fonction de différents OS qui seraient utilisés pour cette application. Voilà dans l'exemple que j'avais prévu pour les principaux rapports. Est-ce que tu as déjà utilisé Amplitude dans le passé? Est-ce que tu saurais donner d'autres différences notables avec Amplitude? Pour moi, c'est surtout l'interface utilisateur. Est-ce que tu vois d'autres points? J'ai utilisé Amplitude, mais pour être honnête, ça fait 2-3 ans que je suis pas retourné dessus, donc je me rappelle plus exactement de l'interface. Mais oui, l'interface est pas la même. Globalement, dans les fonctionnalités, on va retrouver à peu près la même approche. Il y a un petit truc que je peux vous montrer, que j'aime bien dans Mixpanel, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais je crois que c'est un peu différent aussi là-dessus sur Amplitude. C'est que là, éventuellement, tu vois, je pourrais m'arrêter ici et dire je veux voir tous les utilisateurs qu'on fait ce account created le 25 juin. Et donc là, directement, ça m'ouvrirait, du coup, je passerai côté user, ce que j'allais vous montrer après, mais en mettant directement l'événement sur lequel j'étais. Et donc, ça explore finalement les gens qui ont fait cet événement avec les breakdowns et les filtres que tu as fait. Je crois que dans Amplitude, c'est un peu plus galère de faire ça. Donc, ça, c'est assez utile quand tu veux vraiment comprendre à la my user. Voilà. Je n'ai pas de commentaires supplémentaires à dire. Si on doit creuser sur ce type de feature, j'ajouterais un deuxième point que tu n'as pas mentionné et qui est, à mon avis, hyper utile, qui était lors du funnel. Lorsque tu es sur un tunnel, donc tu as étape 1, étape 2, étape 3, tu peux cliquer entre l'étape 1 et 2. Et à ce moment-là, en cliquant dans cet interstice, tu vas te retrouver avec l'évolution du ratio au fur et à mesure du temps. L'évolution du passage de l'étape 1 à l'étape 2 au fur et à mesure du temps. Et ça aussi, c'est hyper appréciable parce que tu vas pouvoir, lorsque tu mets à jour une fonctionnalité, tu vas pouvoir, voilà, c'est ça, tu vas pouvoir regarder si oui ou non ça a amélioré, la nouvelle fonctionnalité a amélioré cette étape. Ça aussi, c'est assez utile. Yes, il y a pas mal de choses. Il faut jouer un peu avec l'outil, mais effectivement, on peut aller assez loin dans les analyses sur ce genre de choses. Ouais. Il y a une question qui a été assez récurrente. Est-ce que tu as fini sur les rapports ou est-ce que je peux te poser des questions plus larges? Je voulais juste vous montrer, puisqu'on parle de user, deux dernières choses. Le rapport des users rapidement et le live, mais ça va être assez rapide. Du coup, là, je suis passé sur user. Donc, de la même manière que ce que j'ai vu quand j'ai exploré là tout à l'heure, on pourrait remettre des filtres sur des événements particuliers, par exemple le sign-up. Et là, vous verriez tous les users qui ont fait un sign-up supérieur à 1, donc au moins un sign-up dans les 30 derniers jours. Ils sont tous là, d'accord. Et ce qui est intéressant, au-delà d'avoir la liste des users, c'est que si je vais sur le premier, en fait, on est vraiment à la my user. Donc, ça lui crée une fiche. J'ai plein d'infos, toutes les infos qui sont cohérentes au user par rapport aux événements qu'il a fait au fur et à mesure dans sa vie. J'ai plein d'infos en fait qui sont remontées. Et du coup, ça me crée vraiment un profil avec des propriétés. Et puis ici, j'ai un peu le fil d'activité des users qui va me permettre de dire, il a fait un sign-up à telle date. Et puis après, il a fait un tuto, il a commencé son tuto. Et quand il a commencé son tuto, j'ai aussi toutes les infos de l'événement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est les choses que moi, j'ai choisi de passer. Et puis, il y a des propriétés Mixpanel de base, comme tout à l'heure, on parlait des UTM qui sont là. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi pour aller plus loin dans l'analyse. Une fois que j'ai compris globalement mes segments d'utilisateurs, si je deep dive dedans et que je vais même voir certains utilisateurs, si je fais du picking pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, j'ai toutes les infos pour le faire. En fait. Et dernière chose, mais là, je vais passer sur mes données à moi, parce que en fait, les données de test, elles datent un peu, mais on regarde les événements qu'on envoie, et comme je vous disais, c'est du real time. Donc là, vous le voyez, c'est du real time. C'est-à-dire que là, c'est des événements que moi, j'envoie à l'IBO à Mixpanel et on voit qu'il y a une minute, il y a moins d'une minute, quelqu'un a vu une page. Il y a un peu moins d'une minute, quelqu'un a cliqué sur un lien de navigation. Et si je regarde, j'ai aussi plein d'infos là-dessus. Donc ça permet non seulement de valider que vous avez bien implémenté votre tracking et vos événements, mais aussi de faire des tests ou de vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui marche pas bien à un certain moment quand vous avez des bugs dans le produit ou une remontée d'un client qui est mécontent pour X ou Y raison, vous pouvez tout de suite aussi avoir l'info en direct. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà.
On a eu pas mal de questions en lien avec le tracking. Mécaniquement, vu ce que tu montres, c'est assez, ça donne envie, en fait, je pense, à pas mal de gens d'utiliser ça, mais ils n'ont pas forcément le tracking qui va avec. D'ailleurs, la question a été posée et effectivement, il y a pas mal de gens qui n'avaient pas le tracking qui vont avec. Donc, en fait, on aura sans doute un autre live autour du tracking et comment est-ce qu'on fait un plan de tracking, rentrer un peu plus dans le comment. Là, le but de ce webinaire, c'était vraiment de vous expliquer le pourquoi. Pourquoi vous devriez justement demain mettre en place un plan de tracking, parce que ça va vous aider à améliorer les indicateurs clés de votre business. Donc, je pense que tu as fait avec succès, Quentin. Merci beaucoup. On a une autre question qui était assez récurrente, qui était autour de la RGPD et de la pertinence, plutôt la compliance RGPD avec Mixpanel. Yes, c'est une bonne question. Normalement, quand on fait du tracking en France, on est censé hacher les données sur les données qui sont personnelles, de manière à ne pas avoir de données personnelles comme l'email d'une personne. Certains outils le font nativement quand vous faites votre tracking avec. Par exemple, chez Liveo, nous on utilise Segment. Avec Segment, en fait, il y a une fonctionnalité. Comme ça passe par Segment, il faut leur envoyer des trucs hachés, mais c'est eux qui font l'anonymisation, etc. Dans Mixpanel, quand on le fait en direct, je ne crois pas. Mais du coup, ça, c'est plutôt au moment où vous allez mettre en place, implémenter vos événements, faire en sorte de respecter ça, parce que oui, normalement, côté RGPD, on n'est pas censé traquer, en tout cas visible, je veux dire, les informations personnelles comme les emails, le nom, prénom, ce genre de trucs, ou le numéro de téléphone. Donc, il faut faire attention à ça. Quelle est la récurrence, à quelle récurrence tu regardes tes rapports Mixpanel, à quelle récurrence tu crées de nouveaux rapports, ce genre de choses? Yes, bonne question aussi. Je pense que ça va dépendre de pas mal de choses, des projets sur lesquels on travaille, etc. Sur la partie acquisition, nous, on va plutôt regarder un petit peu ce que je vous ai montré, la création de compte, ce genre de choses. Donc, on le regarde assez régulièrement, en fait, parce que ça va influencer la performance de nos campagnes, la performance de nos landing pages, les parcours qu'il faudra mettre en place. Donc, c'est plusieurs fois par semaine avec les équipes. Et puis, pour des choses qui sont qui sont moins récurrente. Quand, par exemple, on est en train de retravailler un flow d'onboarding, forcément, on va le regarder beaucoup au moment. On va se créer un dashboard qui va être très précis parce qu'on va faire plein de tests. Et puis, petit à petit, peut-être un peu moins parce que quand on aura trouvé ce qui marche bien, ce sera moins le focus du moment. Mais je dirais, pour répondre un peu plus précisément, au moins une fois par semaine, je vais dans Mixpanel. Et après, pour la création de nouveaux dashboards et de nouveaux rapports, c'est moins fréquent parce que ça va vraiment être sur un besoin précis au départ où on va créer des choses. Et puis après, les rapports sont là et c'est plus de l'analyse de données. Alban aussi demande si vous utilisez Mixpanel aussi sur le site et pas exclusivement sur l'app. On l'utilise principalement dans l'app aujourd'hui, mais aussi un petit peu sur le site. Alors, du coup, quand je parlais de tout ce qui est création de compte, chez nous, c'est dans l'app. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'utilise. C'est pas sur notre site vitrine. Sur le site vitrine, on utilise quand même Mixpanel, mais on va compléter ça avec Google Analytics aussi. Et nous, en fait, dans notre stack, on a d'autres outils data aujourd'hui qui nous permettent d'avoir différentes analyses. Et on a la chance d'avoir aussi une équipe data qui est très forte. Donc, on va utiliser d'autres outils notamment pour le website qui vont nous donner d'autres pans, en fait, d'autres approches. Je vais ajouter un petit point sur ce truc. L'une des raisons pour lesquelles on pourrait ne pas vouloir mettre Mixpanel sur son site web, c'est majoritairement le pricing. C'est-à-dire qu'en gros, si on avait open budget, je pense qu'on le mettrait partout. Sauf que le pricing de Mixpanel est directement corrélé au nombre d'utilisateurs qui vont être traqués. Donc, comme assez logiquement, tu vas avoir plus de personnes qui vont arriver sur son site web que de personnes qui vont se connecter à l'app, on va dans un premier temps se focaliser sur ceux qui utilisent notre application. Maintenant, si tu n'as pas de problème de budget, bien sûr, mais sur le website. Yes, exactement. Et je l'avais mis un peu dans ma slide qui fait le résumé. En fait, tu as un plan free jusqu'à, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est assez permissif au départ sur donc, ce qu'on appelle les MTU, c'est le nombre de users qui sont traqués. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un user, du coup, comme on va lui apposer un ID, une fois qu'il est dans ton app, a priori, tu n'as pas tout le déchet des gens qui viennent voir ton site et qui vont jamais se connecter, qui peut représenter un fort volume. Donc, si tu le mets sur ton website, tes MTU, tu vas en consommer beaucoup. Et donc, effectivement, ça, c'est un trade-off à faire. Tu peux l'utiliser
l'utiliser dans ton app, je pense, dans une version gratuite pour tester si tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs. Mais jusqu'à un certain niveau, c'est assez abordable, entre guillemets, un outil comme Mixpanel. Donc, c'est plutôt cool de le tester et de l'utiliser. Mais c'est vrai que si tu as beaucoup de volume sur ton site vitrine, c'est peut-être pas le plus adapté en termes de pricing pour le coup. Ouais. Je pense qu'on peut démarrer finir ton slide résumé, etc. Ouais, le résumé, c'est un petit peu tout ce que j'ai dit, hein. Je pense que c'est un bon outil qu'il faut absolument tester à minima, même avec les données qui peuvent être les données de test qu'il y a dans l'outil. Facile à utiliser, adapté pour du tracking, notamment pour des apps mobiles aussi. Je pense qu'il faut bien garder en tête que c'est pas quelque chose à mettre forcément en opposition à Google Analytics. Bien au contraire, c'est plutôt un bon complément parce qu'on va pas regarder les mêmes choses. Et ce que je vous ai pas montré, mais je vous le dis en 2 minutes, c'est un outil qui peut s'intégrer avec beaucoup de choses Mixpanel. Et notamment, si vous avez des problématiques de push notification, comme vous trafiquez des users, à un moment donné, vous allez pouvoir faire des segments d'utilisateurs. Et ces segments d'utilisateurs, vous pouvez les exporter dans d'autres outils pour faire des push notifs dessus, par exemple. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi sur des logiques d'activation, réactivation, etc., de rétention. Le prix, on en a parlé. Et du coup, je vous ai pas montré ce que j'ai pas eu le temps, mais il y a aussi d'autres features qui sont intéressantes, comme une feature qui s'appelle Signal, qui vous permet de calculer des corrélations entre est-ce que cette feature elle a une corrélation positive sur une autre, etc., etc. Et il y en a une autre qui est intéressante que je voulais vous montrer, qui s'appelle Impact, qui permet de mesurer l'impact d'une nouvelle feature que vous lancez et de voir si justement ça a changé quelque chose après. Donc ça, c'est aussi des compléments qui peuvent être intéressants dans certains use cases. C'est Mixpanel, évidemment, c'est impossible de le présenter en 40 minutes. C'est un outil qui, même pour le prendre en main, par contre, vu que l'interface utilisateur est extrêmement bien faite, je pense qu'on peut assez facilement, assez rapidement s'amuser. Par contre, on comprend aussi très rapidement qu'on va avoir besoin de temps pour creuser l'ensemble des données qui seront à notre disposition. Donc, en fait, ne pensez pas que vous allez juste répondre à vos questions en 20 minutes, c'est pas ça. Il faut arriver avec une question déjà, donc savoir se poser une question, c'est déjà compliqué. Et puis ensuite, prendre l'outil en main. Je pense qu'en vrai, si vous passez une grosse journée dessus, à la fin, vous savez bien l'utiliser. Et dans les fonctionnalités très avancées, type Signal ou Impact, dont parlait Quentin, celles-ci, déjà, ne sont pas en gratuit, elles sont uniquement payantes. Et par ailleurs, vous n'en aurez pas besoin dans votre utilisation première, je pense. Non, c'est des compléments. Ouais. Il est 12h30, on avait prévu de s'arrêter à 12h30. Merci beaucoup, Quentin, c'était vraiment top. Et puis très clair, très simple, je pense. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas du tout à les poser, soit directement maintenant, soit en contactant Quentin sur LinkedIn ou moi sur LinkedIn, n'hésitez pas du tout. Pour aller un peu plus loin, c'est la minute promo, il ne reste plus que 27 personnes sur les 560 qui étaient là. Mais n'hésitez pas à aller sur formation.2.io, yes, où justement Quentin donne une formation autour des sujets un peu pour amorcer ces sujets d'analytics. Donc formation.2.io, vous trouverez tout ça. Vous retrouverez également d'autres cours, mais autour du scrapping, l'automatisation, etc. À l'issue de cet événement, dans quelques secondes, lorsqu'on va se quitter, vous allez recevoir un email de Livestorm qui va vous envoyer le replay. Donc, pareil, vous pourrez regarder à nouveau ce que Quentin vous a présenté. Et je le réitère, mais n'hésitez pas du tout à nous contacter si vous avez des questions. D'ici peu, on fera d'autres lives autour des analytics. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Zio sur LinkedIn. On l'annonce à cet endroit-ci, ou à la newsletter de Zio. Et pareil, on en parlera. On va notamment parler de plan de tracking sur Segment, parce que quitte à faire un plan de tracking, autant le faire une fois et pas 25. Et si vous n'avez pas compris cette phrase, justement, venez. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Et bon appétit. Salut. Merci, salut. Ciao.